Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Marie Bordry. Parlons Vrai chez Bourdin, votre rendez-vous jusqu'à 12h30 au 0826 300 300. On vous donne la parole sur Sud Radio, où que vous soyez et quoi que vous pensiez, vous pouvez venir témoigner. Justement, tiens, où que vous soyez, vous êtes peut-être dans le Tarn en ce moment où on écoute Sud Radio, notamment sur le 104.1 FM. Direction dans un instant l'autoroute de la discorde. Elle doit desservir, si le chantier vient à son terme, la ville de Toulouse à celle de Castres. Beaucoup de Tarnais l'attendent et d'autres la redoutent et s'y opposent. On ira sur les lieux du mouvement dans un instant avec notre correspondante Sud Radio Christine Bouillot qui est avec certains opposants. À partir de 11h, place à la confrontation. Vous l'avez entendu hier en exclusivité sur Sud Radio. Les annonces d'Emmanuel Macron vont-elles sauver l'école? Si vous nous écoutez sur Sud Radio et que vous êtes professeur, vous allez être augmenté. C'est une confirmation qu'on a eue sur Sud Radio de 100 à 230 € par mois net. C'est ce qu'a promis le président de la République. Vous serez augmenté encore plus si jamais vous accomplissez certaines tâches dans le cadre d'un pacte sur la base du volontariat. Et puis à 12h10, Midi Actu, on en parle avec notre invité. On en parlait aussi ce matin avec Éric Nolot. Est-ce la 3e mort de Samuel Paty? Pourquoi le ministère de l'Éducation nationale veut mettre au pas le Conseil des sages de la laïcité, le diluer dans un conseil qui pourrait aussi veiller à la lutte contre les discriminations? On va en parler avec notre invité. Coup de gueule sur Sud Radio à partir de 12h10. Mais avant ça, comme il est 10h32, comme chaque jour sur Sud Radio, place à Félix Mathieu. Bonjour à vous Félix Mathieu. Bonjour Jean-Marie. Dans quel monde vit-on? Des casseroles confisquées hier à Ganges dans l'Hérault en marge de la visite présidentielle. C'est l'arrêté préfectoral qui suscite évidemment beaucoup de questions juridiques depuis hier, Félix. Oui, cet arrêté préfectoral interdisait les armes par destination, autrement dit les objets qui ne sont pas des armes à l'origine, mais qui peuvent le devenir, des boules de pétanque par exemple. Alors jusqu'ici c'est plutôt banal. Ce qui l'est témoin, c'est cette interdiction, je cite, d'utiliser tout dispositif sonore portatif. Des vuvuzelas, des klaxons, des tambours confisqués, mais aussi des casseroles. Objectif, éviter ça. On dirait la transhumance pourtant. Voilà, ça l'était pas vraiment. C'était sur le passage aux entrées de Ganges. Alors ça a été évité avec un succès tout relatif. Ces scènes que l'Élysée ne voulait pas vraiment voir. Mais les casseroles confisquées ont provoqué un concert d'indignation à France 2023. Le gouvernement prend des arrêtés anti-casseroles. 100 jours pour apaiser, avait dit Macron. Ça, c'est la réaction de la patronne d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier. Finalement, le gouvernement a fait savoir qu'il n'avait rien demandé de tel à la préfecture. Et la préfecture elle-même a fait savoir à son tour que c'est les gendarmes qui avaient mal compris la consigne. Ils ont fait un peu de zèle. Alors au-delà de ces questions d'interprétation, les casseroles peuvent-elles être considérées comme un dispositif sonore portatif par destination? Au-delà de savoir si la législation sur la sécurité est censée servir aussi à protéger un président des huées, reste le bon sens affiché par ce dernier, par le président. Les œufs et les casseroles, c'est pour faire la cuisine. Voilà, et ça c'est incontestable pour les amateurs d'omelettes. Exactement, et certains médias qui titraient avec raison Emmanuel Macron passe à la casserole dans son tour de France. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous avez parlé de la suppression, la confiscation des casseroles, mais aussi des boules de pétanque, justement pour éviter que ne se reproduise ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Sainte-Soline. Justement, c'est ce qu'on pourrait redouter si ça se passe mal, mais on va le savoir tout de suite avec notre correspondante Christine Bouillot. Bonjour à vous Christine. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Correspondante Sud Radio, notamment dans l'Occitanie, direction le Tarn, entre Toulouse et Castres. Des associations qui militent contre le chantier d'autoroute entre Toulouse et Castres qui ont déclaré une manifestation au programme week-end festif. 2 jours d'activité et de débat dans un camp qui a été déployé sur la commune de Saïs, à l'ouest de Castres, Christine. Oui, alors ce matin, on n'est pas encore sur ce campement qui a été donc désigné par les organisateurs pour accueillir tous les participants à ce week-end de mobilisation qui avait été prévu de longue date, déjà avant les événements de Sainte-Soline. Il faut le préciser, ce campement se situe à la sortie de Castres dans le Tarn, mais là actuellement, on se trouve à la limite entre le Tarn et la Haute-Garonne, sur la commune de Vendine. On est en compagnie de celui qu'on commence à connaître bien aussi sur Sud Radio. Il est originaire du Tarn, c'est Thomas Braille. Bonjour Thomas. Bonjour. Voilà, donc Thomas, on est devant. Alors si vous nous regardez effectivement sur YouTube en ce moment, et on est devant cet alignement de platanes dans lequel vous vous êtes perché depuis 3 semaines maintenant, et qui a empêché la destruction de ces platanes, parce qu'on est exactement sur le tracé de l'autoroute, la future autoroute A69. Est-ce que vous êtes conscient, Thomas, d'avoir finalement réveillé la mobilisation médiatique autour de cette action ?
Écoutez, c'est un déferlement de médias sur la lutte de la 69. Moi, je suis ravi de voir que, eh bien, on en prend conscience aussi que peut-être une conscience profonde pour l'arbre et que ce projet est totalement destructeur. Ce projet, il a plus de 30 ans. Il a été initié il y a 30 ans. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, ces projets-là doivent continuer à voir le jour? C'est un petit peu la problématique. Il y a 400 hectares de terres agricoles quand même qui vont être détruites. On connaît les problématiques aujourd'hui avec l'Ukraine pour l'alimentation, pour les céréales. On a perdu l'autonomie en France alimentaire depuis déjà 10 ans. On artificialise l'équivalent d'un département tous les 10 ans. À ce rythme-là, on va jamais y arriver. On est de plus en plus nombreux sur cette planète. Donc il faut vraiment être très précautionneux avec l'environnement. Et pour un projet en plus de ça qui va nous, avec une nationale juste à côté, qui est pas du tout saturée pour l'avoir pris ce matin aux heures de pointe. Donc ce projet-là, il est anachronique. C'est plus possible aujourd'hui de le faire. Écoutez, moi j'ai 50 ans, j'ai un petit garçon, j'ai peur pour l'avenir. C'est pour ça que je fais ce genre d'action. Je pense qu'on a tous des enfants et qu'il va falloir qu'on se pose les bonnes questions aujourd'hui, quoi. Voilà. Et vous êtes, Thomas Braille, le caillou dans la chaussure en quelque sorte de ce projet qui peut plus avancer, notamment depuis quelques semaines à cause de vous, parce que vous êtes dans les arbres pour empêcher qu'on les arrache. Christine. Oui, alors on est également en compagnie, on va l'entendre dans un instant, c'est Régis Lux. Alors c'est important d'avoir Régis avec nous, alors on va lui passer le casque pour qu'il entende éventuellement vos questions. Régis, il fait partie de ces habitants de ce collectif La Voie est libre, habitants du secteur, donc le long du tracé de cette autoroute, cette future autoroute à la sortie de la Haute-Garonne. Et ce collectif, vous êtes Régis, vous êtes mobilisé depuis pas des mois, mais depuis des années contre ce projet aujourd'hui. Et donc il y a ce grand rendez-vous ce week-end, et tout le monde se pose la question de comment ça va se passer, comment ça va s'organiser. Pas parce que on se demande ce que vous allez faire, mais il y a eu Sainte-Soline. On est obligé de se poser la question. Alors nous, on se pose pas la question en termes de gravité, on s'inquiète pas du tout de ce qui pourrait mal se passer, on est vraiment concentré sur ce qu'on veut faire de bien. C'est un week-end informatif, ludique, on tient à ce que ça se passe au mieux, c'est même pas un sujet entre nous, les violences qui pourraient avoir lieu. Bien sûr, on sait ce qui s'est passé à Sainte-Soline, mais on n'a pas peur parce que depuis que ce camping ici, le camping des Platanes à Vendine a été ouvert, il n'y a eu aucun problème et on parle absolument pas de casseurs, etc. C'est pas du tout un sujet pour nous. Pourtant, Gérald Darmanin vous a qualifié sur cette carte des 42 sites aujourd'hui de mobilisation contre des projets. Tout à fait. Comme un lieu radical. Bah écoutez, ça nous a pour certains mis en colère, pour d'autres ça nous a beaucoup fait rire et depuis on a laissé tomber ce sujet, on n'a pas compris. Pourquoi ? Bon, on n'a pas compris parce que c'était pas du tout. On n'est pas du tout inquiet des violences. On n'est pas des violents. C'est pas du tout notre sujet. On est vraiment motivé. On est déterminé parce qu'on sait qu'on a raison. Cette autoroute ne doit pas se faire. C'est une erreur écologique. C'est une erreur sociale. Les gens n'auront pas cet argent pour la prendre. 17 € pour Toulouse-Castres, c'est beaucoup trop. Aller-retour pour les camions, ce sera encore plus cher. On va donc passer dans des centres de village qu'on avait réussi depuis des années à éviter. Il y a des centrales d'enrobés, des centrales de goudron qui vont être construites, qui sont très polluantes, nocives pour la santé de nous tous. C'est cancéreux, on le sait. Il y a beaucoup d'inquiétudes autour de ce sujet. Les gens ne sont pas au courant. Jean-Marie, est-ce que... Mais ce qu'on pourrait demander justement à Thomas Braille et surtout à Régis Lux, c'est revenir sur ce qu'on a entendu dans le papier de Félix Mathieu. Les boules de pétanque qui étaient confisquées par la gendarmerie sur les lieux de passage du président de la République. Ça, c'était une allusion en fait à ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Sainte-Soline, parce que certains militants radicaux, et c'est absolument pas votre cas, Régis Lux, ont voulu lancer des boules de pétanque sur les gendarmes. Qu'est-ce que vous dites, Régis Lux, à ceux qui pourraient venir sur les lieux de ce campement ce week-end pour s'opposer au chantier d'autoroute, qui sont beaucoup plus radicaux que vous et qui pourraient venir aussi pour s'en prendre aux forces de l'ordre? Quel message vous leur faites passer? Alors la question c'est quel message on voudrait faire passer à des gens qui voudraient agir avec des boules de pétanque et de la violence. On dit ça parce que Thomas n'a pas le retour en Voilà, tête. donc j'explique à Thomas. Donc pour nous c'est très clair. Je les invite vraiment à ne pas venir avec des boules de pétanque à lancer sur les CRS. C'est évident pour moi. C'est évident qu'on veut que ce soit pacifique. Vraiment, on a besoin d'informer les gens. On invite les enfants à nous rejoindre. Il y a des lieux qui sont organisés pour ça. C'est familial, c'est festif, c'est ludique. Non, on ne demande pas, on ne fait pas un appel à la violence. Et bien sûr, je les invite. Et il y a une course de caisse à savon organisée. Une course de caisse à savon là-dessus. Voilà. Bien sûr, pour nous, ce n'est pas un sujet. On n'est pas fou. On a vu ce qui s'est passé, mais ce n'est pas un sujet. Et c'est pour ça que c'était important de pouvoir le dire sur Sud Radio aussi, pour éviter que vous soyez caricaturé à vos dépens. C'est pour ça qu'on vous donne la parole. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre qu'une course de caisse à savon, notamment? Parce que ça, c'est quand même pas commun. On a du mal à imaginer une course de caisse à savon sur un chantier qui crée autant la discorde. Tout à fait. Il y aura cette course de caisse à savon. Il y aura des concerts le soir. Il y aura sur la journée de samedi et de dimanche des tables rondes informatives avec des gens très engagés dans la lutte écologique sur comment organiser l'avenir, les transports, etc. Peut-être Thomas, tu veux rajouter des choses qui se passeront sur le week-end en plus de ça?
Oui, dire que vraiment, oui, ce sera basé sur les conférences, la pédagogie. Ça, c'est très important aujourd'hui. On a toujours tenu ce discours-là. On demande toujours même, on a une main tendue toujours avec le préfet, avec les autorités publiques. Le problème, c'est qu'on n'arrive jamais à avoir ces oreilles-là. Donc, visiblement, en s'accrochant dans les arbres, qui est quelque chose de tout à fait bienveillant, eh bien, on arrive à éveiller, à faire venir les médias. Mais on demande toujours ces fameux dialogues. Et ça, c'est important aujourd'hui. Nous, on n'est pas fermé au dialogue, vraiment. Mais il y a d'autres alternatives. Il y a un projet alternatif qui a été proposé. Mais s'il vous plaît, n'abîmons pas ces terres. On en a besoin. Nos enfants sont en péril, c'est une certitude. Et on est tous dans le même bateau. Le bateau a des fuites. Ouais. Et si on s'y met à tous, on va pouvoir arriver à boucher ces fuites. Voilà. Alors, puisqu'on parle des alternatives, d'un mot, parce que c'est important, Régis, justement, ces alternatives. Certains disent, dans le collectif, pourquoi on n'élargit pas la nationale? Les partisans de l'autoroute disent, ce serait aussi une aberration écologique, voire pire. Vous répondez quoi? Ah non, ce serait pas pire du tout. Il y a déjà 2 voies rapides qui existent, qui ont été payées avec l'argent public, qui sont utilisées quotidiennement. Celles-là, elles existent et elles vont passer au privé. Donc l'aménagement de la nationale ne se ferait que sur certains tronçons nécessaires pour des mises en sécurité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cause de la construction de l'autoroute, on va totalement dévier cette nationale. Donc on fait aussi des travaux sur la nationale avec une quinzaine de ronds-points et avec un trajet extrêmement rallongé. Donc si vous ne payez pas, vous aurez un parcours beaucoup plus long que ce qu'il n'est aujourd'hui. Effectivement. Effectivement. Christine Bouillot. Oui, alors du côté alors je me fais l'avocat du diable aussi parce que c'est important de tout saisir et tout comprendre. Ces personnes du département du Tarn, notamment du sud du Tarn, ce bassin de vie entre Mazamet et Castres, qui dit on en a besoin et ça fait 30 ans qu'en gros on tergiverse sur ce sujet-là aujourd'hui. Vous leur répondez quoi, vous qui êtes, on va dire, au début du tronçon? Alors, s'ils en ont besoin, et je peux comprendre qu'ils ont besoin de gagner du temps, et de la sécurité, il faut quand même savoir qu'il n'y a pas eu d'accident depuis très longtemps sur cette nationale. Hein. Les chiffres sont extrêmement clairs. Alors qu'en passant dans les centres-bourgs, comme Puylaurens, il y aura une accidentalité, excusez-moi si le mot n'existe pas, mais vous m'avez compris. On l'a compris. Beaucoup plus forte, c'est évident. Et il faut quand même savoir qu'à côté, il y a la ville d'Albi, une autre capitale très importante du Tarn, dont l'autoroute est quasiment gratuite, c'est 3 € aller-retour. Si vous êtes une entreprise et que vous cherchez à vous installer dans le Tarn, est-ce que vous choisissez là où il y a une autoroute à 17 € aller-retour et peut-être le triple pour les camions, ou celle où c'est 3 €? Eh bien justement, tiens, on va donner la parole à tous les Tarnais aujourd'hui sur Sud Radio. Merci à tous les 3 d'être intervenus, tous les 2 en tout cas, Régis Lux qu'on entendait pour le collectif La Voix est libre. Merci à vous Thomas Braille également, vous étiez celui qui était en haut des platanes notamment pour empêcher les pelleteuses d'arriver. Merci à vous Christine Bouillot. Très vite pour être sur Sud Radio. Exactement, le combat d'idées fixes comme dans Astérix et Obélix, on n'arrache pas les arbres. Merci Christine Bouillot, on vous retrouvera tout le week-end évidemment, on va suivre la mobilisation, on souhaite à tout le monde qu'elle se passe bien. Comme Sud Radio donne la parole à tous les Tarnais, dans un instant, la réponse aussi de certains partisans de ce projet d'autoroute qui doit desservir Toulouse et Castres, relier plutôt les 2 villes. On sera en direct sur Sud Radio avec le maire de la ville de Mazamet, la capitale de la Montagne Noire. C'est dans un instant, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Marie Bordry. Jusqu'à 12h30 au 0826 300 300, où que vous soyez et quelle que soit votre opinion, vous avez la parole. Venez témoigner sur Sud Radio. On reste dans le Tarn, où on écoute notamment Sud Radio sur le 104.1 FM. Tout de suite, direction la capitale de la Montagne Noire et accessoirement d'ailleurs de la tannerie française. Pendant très longtemps, on est avec le maire de Mazamet. Bonjour Olivier Fabre. Bonjour. Vous faites partie de ces nombreux élus et aussi habitants du Tarn qui, contrairement à tous ceux qu'on entendait tout à l'heure, à l'instant, sont plutôt favorables à ce chantier d'autoroute qui doit relier Castres à Toulouse. Vous allez nous expliquer pourquoi. Juste avant ça, presque un de vos voisins qu'on accueille sur Sud Radio, c'est Jacques. Bonjour à vous Jacques. Bonjour. Bienvenue à vous au 0826 300 300. Jacques, vous êtes de Castres. Vous êtes vous aussi favorable à ce chantier. Pourquoi ? Bien sûr, parce que tout ce qui peut désengorger les villes comme Castres est important. Et en même temps, moi je prends souvent cette route de Castres-Toulouse. Elle a un degré de dangerosité quand même qui est assez important. Et c'est très... Et voilà quoi, donc désengorger Castres, c'est toujours une région, même désengorger une région, c'est important pour le tissu économique, pour beaucoup de choses quoi en fait. Pour toutes les entreprises, Dieu sait si elles sont nombreuses, notamment Castres, c'est là qu'est le siège de Pierre Fabre, grand groupe évidemment qu'on connaît très bien sur Sud Radio parce qu'il a été longtemps lié à l'histoire de Sud Radio. Vous mettez combien de temps quand vous allez à Toulouse? C'est la question que je vais vous poser Jacques.
On met entre 1h et 1h15. 1h et 1h15. Alors qu'on est à combien de kilomètres aujourd'hui? On est à 70 km. Effectivement, c'est un peu long. Beaucoup de feux rouges, beaucoup de centre-ville? Non, pas trop. On traverse que des petits villages. On traverse qu'un village, en fait, qui est tout ça. Mais on a eu, depuis quelque temps, deux fois deux voies qui ont été faites du côté de Florent. Et voilà, donc on met quand même 1h, 1h15 pour la Toulouse. Dernière question, les opposants, vous les entendiez pacifiques, et c'est quand même important de le rappeler, parce que c'est un débat qui se fait pour l'instant manifestement dans la sérénité, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Il disait, est-ce que vous êtes prêt à payer 17 € pour aller à Toulouse, Jacques? 17 €, je ne sais pas si c'est vraiment la somme qu'ils annoncent. C'est ce qu'ils annoncent en tout cas. C'est ce qu'annoncent les opposants, c'est ça que je vous demande. J'ai assisté à des réunions, moi, justement, à Castres, à la Chambre des commerces de Castres. On parlait pas de 17 €, on parlait de 3,50 €, 4 €. C'est pas tous les sortes de sushi. Et c'est pas la même chose. En tout cas, merci pour votre appel, Jacques, au 0826 300 300 depuis Castres, toujours avec Olivier Fabre, le maire de Mazamet. On est toujours dans le sud du Tarn, tout en haut presque de la Montagne Noire. Beaucoup d'opposition et de passion sur la route de ce chantier. Est-ce que vous le comprenez, Olivier Fabre? Oui, je comprends qu'il y a des oppositions, mais il faut les remettre à leur juste proportion. Ça fait plus de 20 ans qu'on débat sur ce projet d'autoroute. On a eu droit à peut-être une trentaine ou une quarantaine de réunions publiques dans toutes les communes concernées. On a eu droit à une succession d'enquêtes, de concertations, et la population du secteur s'est très très largement manifestée pour ce projet. Comme le dit d'ailleurs un sondage qui a été publié il y a quelques jours, on est à plus de 75% d'avis favorables. Et la solution de l'autoroute, elle a été mise en balance depuis très longtemps par rapport à un aménagement de la route actuelle. Pourquoi ça a été tranché pour une autoroute? Parce que si on devait aménager la route actuelle, d'abord ça serait des travaux extrêmement compliqués au vu des normes aujourd'hui à appliquer, et il faudrait abattre beaucoup plus d'arbres que si on l'a fait passer en site propre déjà. Et puis ensuite ça nécessiterait un chantier d'une trentaine d'années. L'État nous l'a dit à l'époque, on a posé la question, et l'État nous a dit, écoutez, si vous voulez qu'on aménage la route actuelle, au vu de nos capacités budgétaires et techniques, on en a pour au moins 30 ans, et encore, au bout de 30 ans, on n'aura pas fait partout de la 2 fois 2 voies. Donc à un moment, il a fallu trancher, et pour donner un oxygène qui est vital aujourd'hui pour ce territoire Castres-Mazamet, qui est très résilient, qui a recréé beaucoup de PME malgré la crise du textile et du délainage, et qui s'est redressé, mais qui a besoin de cet oxygène. La solution rapide et efficace, c'est la concession autoroutière, et c'est l'autoroute. Exactement, mais ça veut dire qu'il faudra payer pour faire cette route. Pour vous, vous êtes convaincus, les Tarnais paieront et sont prêts à payer un peu plus cher que ce qu'ils payent aujourd'hui, c'est-à-dire 0, pour aller à Toulouse rapidement et en sécurité. Oui, d'abord, si vous voulez pas payer, vous aurez toujours la possibilité d'emprunter une voie gratuite, puisqu'il restera une nationale. Et ensuite, cette question, on ne se la pose pas dans des centaines d'endroits en France. Vous prenez l'autoroute, vous passez au péage. Je veux dire, pour aller de Toulouse à Montauban, vous passez au péage. Pour aller de Toulouse à Carcassonne, vous passez au péage. Donc, cette question, il me semble qu'aujourd'hui, elle est agitée par des opposants qui sont à une distance très raisonnable de Toulouse. L'opposition à ce projet, elle est, je le dis avec beaucoup de respect pour les opposants, parce que le débat est normal, mais c'est des gens qui habitent à 20-25 minutes de Toulouse. Ils sont à l'autre bout du tracé et ils voient pas vraiment ce besoin, ce que je peux comprendre. Et puis on a aussi beaucoup d'opposants qui arrivent avec des visions très théoriques des choses qui sont pas du tout dans la réalité locale de ce que nous vivons ici sur ce territoire depuis des années. Votre auditeur disait que depuis Castres, il lui fallait 1h15 pour aller à Toulouse, ce qui est déjà considérable pour 70 km. Et pour quelqu'un qui arrive de Mazamet, c'est encore plus le parcours du combattant. On est à 1h20, 1h25, voire parfois 1h30 de la rocade de Toulouse depuis Mazamet. Donc l'autoroute va vraiment changer fondamentalement la perception qu'on a de ce territoire à l'extérieur, où on nous voit quand même comme un endroit certes très sympathique et très agréable, mais où il est quand même un peu compliqué de venir. Exactement, tiens, direction Albi, la capitale du Tarn, où on retrouve Eric au 0826 300 300. Bonjour à vous Eric. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre antenne. Bonjour à toutes les personnes qui viennent de parler. Ça met un peu de baume au cœur d'entendre les propos que j'ai entendus. Je salue le maire de Mazamet. Et c'est vrai que pour un Albigeois, le sens de cette autoroute, il est logique. À Albi, c'était la même chose avant que l'autoroute ouvre. Il fallait plus d'1 heure pour rejoindre Toulouse. Maintenant, avec l'autoroute, on a gagné un temps précieux et
Et les gens sont bien contents de pouvoir se loger un peu plus loin de Toulouse et de pouvoir aller travailler dans un temps raisonnable, donc ça désengorge. Moi, mon propos était plus sur la biodiversité protégée avec 400 platanes. Oui. Et je sais que le maire de Mazamet est contre aussi des projets éoliens qui fleurissent en montagne noire. Il y a des recours actuellement pour des projets éoliens qui sont au-dessus de Dourgne, Mazamet, Massaguel, où on prévoit de faire des éoliennes et où les quantités d'arbres qui vont être coupées, je vous assure, ça dépasse les 400 puisqu'on est de l'ordre d'une cinquantaine d'hectares. Et vous trouvez qu'on parle pas assez, si je comprends bien, de ce chantier-là? Je vous propose qu'on fasse répondre tout de suite notre invité Olivier Fabre, maire de Mazamet. Est-ce qu'on parle trop de l'autoroute et pas assez des éoliennes dans ce cas-là? Il faut bien sûr parler des éoliennes, c'est un autre sujet, mais effectivement, il y a, si on n'y prend pas garde, une catastrophe environnementale et paysagère majeure qui se profile dans certains territoires si on laisse l'éolien proliférer à des endroits où il n'a pas à être. Des centrales industrielles de production électrique n'ont rien à faire dans des sites naturels, patrimoniaux et souvent même protégés dans des parcs régionaux. Exactement. Mais écoutez, on en reparlera aussi. Toute la question, en fait, c'est est-ce qu'on doit encore faire des grands projets d'aménagement sur le territoire en général aujourd'hui. Merci à vous, Olivier Fabre, maire de Mazamet, d'être intervenu sur Sud Radio ce matin. Merci à Eric aussi, qu'on entendait à l'instant depuis Albi au 0826 300 300. On va suivre évidemment la mobilisation pour et contre ce chantier d'autoroute tout le week-end sur Sud Radio. Avec vous, évidemment, au 0826 300 300. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Place à la confrontation. Si vous êtes prof et que vous nous écoutez sur Sud Radio, vous l'avez entendu hier, notamment chez nous, vous allez être augmenté en net. C'est ce qu'a confirmé Emmanuel Macron. Au moins 100 € d'augmentation. Est-ce que ces annonces d'Emmanuel Macron peuvent sauver l'école? C'est la question qu'on va poser à tous nos invités. On en parle dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio, juste après les infos. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Marie Bordry. Et la parole est donnée à tous les enseignants qui nous écoutent, mais aussi à tous les parents ou grands-parents d'élèves. On a tous un lien plus ou moins avec l'école de la République dans ce pays. Quoi qu'on pense et quoi qu'on gagne aussi. On va parler des revenus des enseignants avec cette augmentation confirmée hier par Emmanuel Macron, notamment sur Sud Radio. Plus 100 à 230 € net par mois pour les enseignants, sans condition à la rentrée prochaine. Hausse qui pourra aller jusqu'à 500 € avec de nouvelles tâches qui pourront être accomplies par certains enseignants dans le cadre d'un pacte sur la base évidemment du volontariat. Question, est-ce que ces annonces peuvent sauver l'école? C'est la question qu'on vous pose à tous parce que quoi qu'il arrive, on est tous passés par l'école dans ce pays. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, même si vous êtes encore à l'école. On vous donne la parole justement pour venir nous dire ce qui pourrait sauver l'école. Est-ce que faire en sorte que nos enseignants gagnent mieux leur vie permettrait d'améliorer la situation? C'est toute la question qu'on se pose avec vous tous. On va en parler avec nos trois invités qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio. Céline Calvez, bonjour à vous. Bonjour. Députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Nous sommes également avec Grégoire Ancel. Bonjour à vous. Vous êtes président de la FCPE, première fédération de parents d'élèves, et Philippe Vattrelot. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes ancien enseignant, auteur de ce livre au titre un brin provocateur par les temps qui courent. Je suis pédagogiste. C'est publié chez ESF Sciences Humaines en 2021. Avant cela, j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous venez de publier, Philippe Vattrelot, dans Alternative économique, parce que vous l'aviez senti venir, vous les aviez senti venir, ces annonces d'Emmanuel Macron, ces augmentations, notamment pour les enseignants, mais aussi les autres mesures annoncées. On ne réforme pas l'école en 100 jours. En gros, ce que vous dites, c'est que quoi qu'annonce Emmanuel Macron dans les semaines qui viennent, eh bien, ça ne servira à rien. Alors je dis pas que ça servira à rien, mais le discours, enfin l'allocution de lundi dernier évoquait très brièvement l'école. Il y avait quelques phrases et notamment le remplacement de tous les enseignants absents de manière systématique. Je sais plus la formule exacte, mais je crois que c'est un vœu pieux. Tous ceux qui sont passés par l'école, même il y a 20 ans, ont connu ce problème. Le moindre chef d'établissement, le moindre professeur vous dira que dans le secondaire, c'est effectivement
effectivement un vœu pieux pour deux raisons. D'abord parce que effectivement techniquement trouver des enseignants qui veuillent bien remplacer. Alors je dis même pas matière pour matière, hein, mais bon voilà. Et puis par ailleurs parce qu'il y a un problème aussi de pénurie d'enseignants et donc ce qui existait auparavant, c'est-à-dire les corps de remplaçants n'existent plus. Et donc je pense que ça tient du vœu pieux. Alors justement, si on manque de profs et qu'on a du mal à les recruter, est-ce que c'est pas justement parce qu'ils n'étaient pas assez bien payés? Est-ce que, et on va en parler avec vous trois évidemment, parce que vous avez tous votre mot à dire là-dessus, ces augmentations qui sont substantielles quand même annoncées hier, peuvent permettre de recruter davantage de profs? Tiens, Céline Calvez d'abord. Peuvent en motiver plusieurs, mais ça ne suffit pas. Moi, quand je rencontre des professeurs, c'est pas seulement la question de leur rémunération qui est importante, c'est la condition au quotidien de leur travail. Est-ce qu'ils sont capables d'avoir une classe sans trop d'effectifs pour pouvoir participer à avoir l'attention nécessaire à chaque élève? Est-ce qu'ils sont capables d'être dans un établissement où on a une dynamique collective qui peut s'exprimer? Est-ce qu'ils sont capables d'avoir une formation continue et pas contrainte tout au long de leur vie? C'est quand même fou que ce soit les professeurs, les enseignants qui soient finalement le moins accompagnés en termes de formation continue. Donc il faut pouvoir penser non seulement à cette formation, il faut penser à l'entrée dans le métier, et je pense que pour penser l'entrée dans le métier, il faut penser aussi à la sortie du métier. Peut-être qu'on n'a pas besoin de faire enseignant toute sa vie. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que chaque Français, à un moment, puisse être enseignant une fois dans sa vie. Ça permet de mieux comprendre quelle est l'importance, et je pense qu'on peut l'être un petit peu davantage. Ça permet de respecter aussi ce que font les enseignants. Comprendre, ils l'ont vécu pendant le confinement. Ça. Voilà, exactement. Et justement, et ils se sont rendus compte que c'était difficile, et ils ont remercié les professeurs de leurs enfants pour tout ce qui était fait au quotidien pour eux. Justement, faire les devoirs, notamment, ça c'est quelque chose que tous les parents ont connu un jour. On va en parler aussi avec notre troisième invité, Grégoire Ancel, président de la FCPE. D'abord, ce matin, Patrick Roger, dans le Grand Matin Sud Radio, était avec l'un des 4 enseignants qui ont longuement échangé hier à Granges avec Emmanuel Macron. Alors, il n'était pas satisfait des annonces, mais il reconnaissait une chose. Il disait, moi j'ai commencé ma carrière à 1300 €. Aujourd'hui, ce serait plus possible. Et c'est quand même déjà ça. Est-ce que vous accueillez, vous, le parent d'élève que vous êtes, favorablement au moins ces annonces d'augmentation, ou pour vous elles sont complètement hors sujet? Alors, très clairement, des enseignants qui sont revalorisés, c'est une façon de reconnaître leur importance et de redonner de l'attractivité au métier, très clairement. Mais comme ça a été dit à l'instant, ce n'est pas la seule condition, bien au contraire, pour être bien dans sa classe et pouvoir faire cours. Je rejoins une partie des propos de madame la députée sur la notion des effectifs, et on y reviendra, sur les conditions d'encadrement, de dynamique, de lien avec les autres collègues. C'est tout un écosystème qu'il faut repenser, et aujourd'hui, très clairement, vous posiez la question de savoir si on allait sauver l'école avec ces mesures. Très clairement non, mais c'est un premier élément de réponse, mais on a beaucoup plus à demander. Et justement, tiens, sauver l'école. À partir du moment où on dit qu'il faut sauver l'école, c'est qu'on part du principe qu'elle va très mal. Pourquoi va-t-elle mal? On va refaire le point tout de suite avec vous. D'abord, vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, tiens, au 0826 300 300, venez prendre la parole. Est-ce que vous êtes dans le cas de ces parents dont certains enfants n'ont pas de prof depuis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, n'ont pas de cours d'anglais depuis 1 mois? Ça arrive très souvent. Même moi, je l'avais vécu il y a presque 20 ans. C'est pour vous dire, ça avait duré 3 mois. C'est quelque chose de récurrent et structurel dans l'éducation nationale. Donc, si vous êtes prof ou parent d'élèves, venez nous dire, tiens, ce par quoi vous passez en ce moment. Philippe Vatrelot, avant ça, on dit sauver l'école. C'est drôle parce qu'on a posé une question cache. Sud Radio, on le pose à chaque fois. Est-ce que ces annonces peuvent sauver l'école? Personne n'a tiqué sur la formulation. Ça sous-entend que tous les trois, vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a besoin de la sauver. Donc que l'école est en danger aujourd'hui. Elle est en danger de quoi, Philippe Vatrelot? Moi, je crois que l'expression est un petit peu excessive. Sauver l'école, ça signifierait qu'elle soit en déliquescence complète. Moi, j'adhère pas du tout à ce discours très décliniste, très catastrophiste. Tout va bien pour vous alors? Si on pouvait éviter de raisonner de manière binaire, ça serait formidable. Allez-y. Parce que justement, l'enjeu, c'est pas de la sauver, c'est de la. Alors, moi, j'ai une formule. Je dis souvent, avant de penser l'école de demain, il faut déjà penser PAN-SER l'école d'aujourd'hui, et donc la réparer, et en particulier réparer ce qui l'a fait travailler, c'est-à-dire le corps enseignant. Donc, qu'est-ce qui cloche aujourd'hui, justement? Réparer les enseignants, ça veut dire que leur mission est abîmée aujourd'hui. Vous êtes vous-même. C'est pas leur mission qui est abîmée. C'est la condition. Peut-être que effectivement, il faut travailler dans la formation. J'ai été aussi en temps partagé formateur pendant 16 ans, et qu'il faut redéfinir un petit peu cette formation des enseignants. Mais
rappelons quand même une chose, si on voulait retrouver le niveau de rémunération de pouvoir d'achat de 1981, et je dis ça pas par hasard parce que c'est l'année où j'ai commencé à enseigner, il faudrait une revalorisation de 40%. Ça veut dire que socialement, donc concrètement, là, les enseignants ont été complètement déclassés au fur et à mesure socialement. Le déclassement est tout à fait... En 40 ans. Comment on explique qu'en 40 ans, les profs aient gagné de moins en moins, que ce soit devenu parmi les métiers où on gagne le moins bien sa vie? Comment on en est arrivé là, Céline Calvez? Moi, je pense que non seulement quand on parle justement du niveau de salaire, on compare par rapport au SMIC qui lui a augmenté, donc on peut se réjouir aussi que le SMIC ait augmenté. Je pense aussi qu'on était dans un défi de massification de l'école, c'est-à-dire qu'on avait besoin de recruter beaucoup. Et donc on est arrivé à ça. Et malheureusement, et je reviens encore, ce n'est pas seulement la question de la rémunération, c'est aussi la question du respect. Du respect, par exemple, des parents par rapport à la parole du professeur. C'est différent. Alors effectivement, pendant le confinement, il y a eu un hyper-respect de la part des parents par rapport aux professeurs, mais parfois, on n'a pas cette reconnaissance. Et d'ailleurs, parfois, elle est basée sur le salaire. C'est-à-dire que vous avez des parents qui considèrent que comme les professeurs ne sont pas bien payés, ils ne seraient pas respectables. Alors, ce n'est pas forcément mettre les bonnes choses dans la tête de leurs enfants. Est-ce qu'on en est justement, et vous avez raison de le dire, on va en reparler dans un instant, c'est pour ça que je vous interromps, et on va donner la parole aux parents d'élèves qui est avec nous. Est-ce que c'est normal qu'on soit aussi dans un monde où on se dit finalement, bah tiens, si la personne est mal payée, mon fils, t'es pas obligé de la respecter. Tiens, on pourrait en parler justement, l'autorité et le respect de la fonction de professeur. 0826 300 300, la parole aux profs et à tous les parents d'élèves. Est-ce qu'on peut sauver l'école? Est-ce qu'il y a besoin de la sauver? Sous-entendez Philippe Vatrollo. On en parle dans un instant avec nos trois invités. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Marie Bordry. Comment améliorer le sort de l'école? Faut-il la sauver d'ailleurs, tout simplement? Plus 100 à 230 euros net par mois pour tous les profs. Annonce d'augmentation pour les enseignants, confirmée hier, notamment sur Sud Radio, par Emmanuel Macron. Est-ce que ça peut permettre d'améliorer le sort de l'école de la République? On en débat avec nos trois invités, la députée Renaissance Céline Calvez, Grégoire Ancel qui est le président de la FCPE, les parents d'élèves, et Philippe Vatrollo, ancien enseignant et auteur de ce livre. Je suis un pédagogiste. On parlait aussi de ce problème récurrent, structurel et presque immémorial du non-remplacement des profs qui sont absents, y compris pour des cas de congé maternité, alors que pour le coup, par définition, ça s'anticipe. Vous êtes le président des parents d'élèves de France, en tout cas pour la FCPE, mais c'est aussi le cas c'est aussi le cas de vos enfants. Tout à fait. Pas de prof d'italien pour un congé maternité remplacé, ça fait 2 mois. Et donc, ça fait 2 mois que vos enfants ne font pas d'italien alors qu'ils avaient choisi cette option. Tout à fait. Alors, il y a un chiffre clé qu'il faut retenir et qui va saisir vos auditeurs. De la bouche même du ministre, il y a 15 millions d'heures chaque année qui ne sont pas effectuées, faute de profs pour permettre de faire les cours. Donc, il n'y a pas de prof remplaçant pour assumer ces 15 millions d'heures. En Seine-Saint-Denis, ça représente une année scolaire sur l'ensemble de la scolarité. Oui, mais... Écoutez bien, mais c'est saisissant. Une année scolaire par élève. Par élève sur la totalité de sa scolarité, en équivalent. C'est des chiffres qui sont absolument saisissants. Ça voudrait dire que si je grandis en Seine-Saint-Denis, il faudrait que je passe mon bac à 19 ans pour avoir eu suffisamment d'heures de cours. Par exemple. Et ça veut dire que les annonces d'hier ne nous rassurent pas du tout. Elles sont louables sur le principe de dire on va avoir école, on va faire école, on maintient l'école, mais il y a un petit tour de passe-passe qu'on voudrait clarifier aujourd'hui. Imaginons, cas d'espèce, le prof d'histoire géo n'est pas là le mercredi. Donc il y a un prof qui dit moi je suis disponible sur cet emploi du temps-là. Ouais. Encore faut-il qu'il y ait de la dispo dans le collège pour qu'un prof soit disponible mercredi de 10h à 11h. Ils disent je prends le créneau libéré par mon collègue prof d'histoire géo. Mais c'est pas forcément un prof d'histoire géo. Ça peut être un prof de maths, de français, d'italien, autre. Ça veut dire que s'il n'y a pas le prof d'histoire géo pendant 2 mois, parce qu'il n'y a pas de remplacement dans l'académie ou dans le bassin de vie. C'est le prof de maths qui va faire de l'histoire géo. Oui, et donc ça ne répond pas à la question de l'enseignement d'histoire géo pour le brevet, par exemple. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Céline Calvez? Non, l'idée c'est pas de faire des maths par des profs d'histoire géo, mais c'est de pas pouvoir... ce que j'ai dit. Non, c'est moi qui l'ai dit, justement, c'est ce qu'on aurait pu comprendre à ce que vous disiez. Donc c'est pour ça que je voudrais que vous précisiez. On a des professeurs qui sont formés sur leur matière et on va pas leur demander de faire d'autres matières. Mais
on pourra pas forcément remplacer tout, mais ça va aider à ce que l'on puisse remplacer. Et pour ça, il faut anticiper. Vous donniez l'exemple. Juste un instant, parce que vous venez de dire à l'instant, on pourra pas forcément remplacer tout ou tout le monde. Le président de la République a parlé d'un remplacement systématique. Une promesse. Donc ça, c'est remplacer tout et tout le monde. On peut dire que systématique, ça peut dire autre chose aussi, mais en tout cas, moi, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, un remplacement systématique? Non, mais moi, je souhaite que justement ces milliardaires qui soient perdus, on puisse les donner à tous les enfants. Mais en gros, est-ce que le président de la République s'est emballé hier en disant qu'on remplacerait systématiquement tous les profs qui seront pas là demain? Il s'est emballé. Il a montré que par cette voie de mission complémentaire, on pouvait trouver des manières de compléter ce qui aujourd'hui ne va pas bien. C'est pas ce qu'il a dit. Pardonnez-moi. Il a dit un remplacement systématique. Mais oui, c'est pas une voie complémentaire. Pardonnez-moi. Non, mais je parle des missions complémentaires qui vont pouvoir participer à ce que les enfants et des remplaçants. Et les remplaçants, c'est pas forcément ce qui peut être fait du jour au lendemain. Sur l'exemple du congé maternité. Un exemple précis, justement, sur le congé maternité. Imaginons que mes gosses, à la rentrée prochaine, puisque Emmanuel Macron a dit qu'il y aurait des remplacements systématiques, et leur prof d'histoire géo qui tombe enceinte et qui partent en congé maternité. Est-ce qu'elle sera remplacée? En fait, si elle part en congé maternité selon le délai prévu, oui. Mais vous imaginez bien que vous aviez des congés pathologiques qui fait que quand vous êtes une femme enceinte, parfois, vous êtes arrêté avant. Évidemment. Et ça, par contre, ce sera pas forcément... Mais il faut le prendre en compte. En fait, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est aussi l'anticipation qu'a l'administration pour pouvoir le faire. Personne ne dit que c'est facile, c'est La question, c'est est-ce que ce sera systématique? C'est pas seulement aussi sur le match qu'il pourrait y avoir, enfin le côté correspondance qu'il pourrait y avoir entre la disponibilité de professeurs et le temps qu'il est dévolu devant les élèves. Il faut aussi que l'administration soit capable d'anticiper. Quand je vous parlais des formations, par exemple, les formations, parfois, elles sont données au très peu de temps et on doit y renoncer. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus dans l'anticipation si on veut qu'elle soit suivie. Donc c'est le rôle de l'administration. Parlons de la souplesse aussi, parce que ça c'est la vie malgré tout de toutes les entreprises. Regardez, vous êtes dans une émission sur Sud Radio qui s'appelle Parlons vrai chez Bourdin. Jean-Jacques Bourdin n'est pas là, on l'embrasse, on le reverra avec plaisir lundi prochain. Pour le coup, il est remplacé. On n'a pas besoin d'attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois pour savoir ce qu'on va faire entre 10h30 et midi et demi sur Sud Radio. Mais je suis d'accord. Pourquoi c'est pas possible dans l'éducation nationale? Mais justement, là on va donner un élément d'agilité. Avant, il n'était pas possible de faire ce type de transfert. Là, on donne un élément d'agilité et qui en plus peut concourir à la rémunération des professeurs volontaires. Vatrelot, trois choses très rapides. Faut rappeler quand même. Bien dans le micro, Philippe Vatrelot. Oui, trois choses très rapides. La première, c'est que les enseignants sont parmi les professions où les absences sont les moins importantes. Déjà, première chose. Personne n'a dit d'ailleurs qu'il y avait un absentéisme. Peut-être qu'il faut, parce qu'on parle de l'absentéisme des enseignants. Non, on parle du remplacement de ceux qui sont pas là. Il y a eu une sorte de thématique un peu de prof bashing là-dessus. Bon, deuxième point, le décret sur les RCD, les remplacements de courte durée, il date de 2014. On n'invente rien. On réinvente un truc. Ça c'est très fréquent dans l'histoire de l'éducation nationale. On ressort un truc qui existe déjà. Qu'est-ce qui existe sur les remplacements de courte durée? Ce qui existe déjà, c'est ce qui est annoncé aujourd'hui. Donc, excusez-moi, mais ça ne marche pas. Doucement rigoler. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que effectivement, le problème n'est pas seulement un problème alors, excusez-moi d'utiliser ce mot-là, mais c'est pas un fantasme technocratique de libérer les énergies face à une méchante administration, etc. C'est un problème d'emploi. Tout bêtement. Donc on n'a pas recruté suffisamment de profs. On n'a pas le vivier d'enseignants, les TZR, les titulaires sur zone de remplacement. On en est à deux acronymes. Tiens, vous savez quoi? Je vais vous donner un gage. Parce qu'on parle de l'éducation nationale. TZR, allez-y. Titulaires sur zone de remplacement. Que c'est joliment dit. Îles dans le premier degré, zone d'intervention locale, etc. Bref, toutes ces personnes-là, aujourd'hui, elles n'existent plus. Parce qu'on est à l'os. Question toute bête. Est-ce que l'augmentation substantielle annoncée hier peut permettre de recruter davantage de profs? Tiens, question aux parents d'élèves, Grégoire Ancel. Là, comme ça, j'imagine que c'est toujours mieux que rien, même si j'ai bien entendu que c'était pas suffisant au regard du déclassement de salaire sur plusieurs années. On voit bien que les courbes sont vertigineuses, donc ça va améliorer. Je peux préciser les chiffres d'ailleurs, et comme ça je vais vous redonner la parole juste après, parce que Philippe Vatrelot est venu avec un graphique très évocateur. En 80, un prof de collège débutait avec près de 2,2 fois le SMIC. 2023, c'est cette année, un prof de collège débute avec 1,1 fois le SMIC. Effectivement, vous êtes venu avec vos graphiques sur le rétroprojecteur, mais vous avez eu raison, ça suffit pas donc. Nous, ce qui nous inquiète d'autant plus, c'est que ça suffit pas, parce qu'en plus, à la rentrée prochaine, il y a 1500 profs de moins
qui vont être dans les écoles, collèges. Si je peux me permettre, pour l'année 2022, c'est 4550 postes qui ont été supprimés. Donc on assiste depuis plusieurs années à une saignée absolument incroyable sur l'ensemble des moyens. Et donc on a tapé, excusez-moi l'expression, on a puisé plutôt que tapé dans les viviers de profs remplaçants, ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont exsangues et qu'on n'a plus de solution. Donc certes, on a en tout cas de moins en moins de solutions et il y a des bassins de vie où il n'y a plus de solution. Oui, en fait, il y a sans doute des suppressions de postes. Il faut considérer aussi que l'on a moins d'élèves, il y a une décroissance démographique, et puis il y a aussi quand même ce manque d'attractivité qui fait que de toute façon vous avez des postes où personne ne se présente. Donc il y a un moment, il faut. Et je tiens à souligner que le taux d'encadrement s'est amélioré. En fait, cette décroissance du nombre, on aurait pu faire complètement proportionnellement, on aurait dû encore supprimer plus de postes. Oui, Grégoire Ancel qui lève le doigt, je vous félicite pour la discipline de cette classe. C'est là où on n'est pas du tout d'accord. Parce que justement, cette baisse démographique était une opportunité à saisir pour mieux faire l'école. Et là, vous nous proposez de faire moins d'écoles. Et c'est pas possible. On a besoin aujourd'hui, au regard des crises que vivent nos enfants, crise climatique, crise sociale, crise économique, crise politique, crise post-Covid, où on voit les impacts sur la santé mentale, on a absolument besoin de rembourser cette dette de bienveillance en faisant mieux école et en faisant avec davantage de profs. Voilà, plus de profs, donc plus moins de profs d'effectifs. On a plus de profs par élève. Non, mais par rapport à la moyenne. Le taux d'encadrement s'est amélioré. On peut pas dire que l'on a supprimé le nombre de postes en proportion. Par rapport à la moyenne européenne, on est dans les choux. Le taux d'encadrement français par rapport à la moyenne européenne, c'est le plus élevé. Les enseignants français sont ceux qui ont le plus d'élèves devant eux et qui travaillent le plus longtemps. Alors donc voilà. Alors je suis désolé, je cite beaucoup de chiffres. On se refait pas. J'étais prof de sciences économiques et sociales, mais la question de la démographie, c'est comme si on avait fait le gros dos pendant 20 ans. Alors, j'ai le chiffre. Pour finalement se dire, on va bien se garder d'embaucher les fonctionnaires à vie et on va laisser passer leur âge. Vous savez quoi, mais le temps de travail justement, en fait, est-ce que vous disiez le travail le plus longtemps par semaine dans leur vie, c'est important parce que je pense qu'au niveau européen, on peut aussi faire des comparaisons. Ça ne marche pas. Vous savez quoi, on va en reparler dans un instant. D'ailleurs, Céline Calvez a du mérite parce que vous êtes venu effectivement défendre un gouvernement qui est pas très populaire en ce moment, même quand il qui fait des choses bien. Et depuis 2017, ça marche. Quoi qu'il en soit, restez avec nous tous les trois. On va parler aussi d'autorité dans un instant avec le témoignage d'un CPE contractuel qui nous appelle au 0826 300 300 depuis les Bouches-du-Rhône. Comment on peut améliorer le sort de l'école républicaine ? Tiens, vous êtes prof, vous êtes élève, vous êtes CPE ou principal de collège, pourquoi pas ? Vous êtes tous les bienvenus sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Marie Bordry. Au 0826 300 300, que vous soyez prof, professeur, enseignant, parent ou grand-parent d'élèves. Tiens, même si vous êtes un élève, vous avez peut-être 17 ans, 18 ans, vous préparez le bac, vous n'avez pas de prof, vous n'avez pas de cours, qu'est-ce que vous pensez de l'école ? Venez nous le dire, tiens. Vous êtes les bienvenus sur Sud Radio. On est avec nos trois invités. Céline Calvez, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, Grégoire Ancel, président de la FCPE, ce sont les parents d'élèves, Philippe Vatrelot, ancien enseignant, auteur de ce livre, Je suis un pédagogiste. Et on est avec Benjamin au 0826 300 300 au fil à Marseille, ou juste à côté, je crois, en tout cas dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Bienvenue monsieur, si j'ose dire, parce que la dernière fois que j'ai parlé à un CPE, je disais monsieur quand j'étais au lycée. Vous êtes conseiller principal d'éducation, pour redonner le terme de ce qui était dans le temps jadis le surveillant général, conseiller principal d'éducation contractuel. Vous préparez un master pour devenir CPE titulaire. Concrètement, ça change quoi entre les deux aujourd'hui ? Vous êtes dans quel type de collège ou de lycée ? Alors, actuellement, je suis sans poste, étant donné que j'ai fait le choix de préparer la fin du concours et la fin du master de bonne manière pour pouvoir en finir avec cette partie-là. Alors, la grande différence entre le statut contractuel et le statut titulaire, c'est qu'un titulaire est fonctionnaire. Ouais. Alors que le contractuel va être recruté en tant que variable d'ajustement. Enfin, initialement, c'était le cas. En CDD, quoi. Voilà, en CDD et en CDI au bout de plusieurs années, si éventuellement on y arrive. C'est ça. Donc concrètement, votre vie, alors avant d'arrêter pour passer votre master, et ça me paraît bien logique, votre vie de CPE contractuel, c'était quoi ? Alors ma vie de CPE contractuel, c'était la vie d'un CPE, c'est-à-dire que c'est énormément de rencontres avec les familles, c'est énormément d'accompagnement, notamment sur les zones REP et REP+. Et c'est une place pivot dans la communauté éducative. Et pendant combien de temps au même endroit alors ? Puisque vous étiez là en tant que contractuel, vous faisiez des remplacements, je présume ?
Tout à fait. Alors j'ai commencé en tant que CPE contractuel en 2020. Ouais. J'ai fait 9 mois dans un même collège en REP, avant de faire des remplacements un petit peu plus courts sur les années qui suivaient, mais aussi parce que pour le coup c'était un choix de ma part. Mais voilà, c'était des remplacements. Le plus court a été d'1 semaine et c'est extrêmement rare puisque les rectorats ne remplacent généralement pas en dessous de 2 semaines. Oui, pas en dessous de 2 semaines. Ça veut dire qu'il n'y a pas de CPE parce qu'il s'est cassé la jambe pendant 2 semaines, mais il n'est pas remplacé numériquement. Concrètement, Benjamin, et je vais redonner la parole à nos invités, vous allez échanger avec eux d'ailleurs. Vous, ce que vous demandez, c'est qu'avant qu'on demande aux familles de respecter les profs, là on parle d'autorité, mais il faut que l'institution redonne le pouvoir aux profs. Nous dites-vous, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, en tant que personnel d'éducation et d'enseignement, on est censé représenter l'institution devant les élèves, on est censé avoir une place donnée par l'institution. Or, aujourd'hui, le discours de l'institution sur son personnel est un discours qui est très dévalorisant. On le voit notamment, ne serait-ce que par la rémunération, mais aussi par le manque d'écoute qui se fait envers les syndicats aujourd'hui. On est méprisé quand on est prof par son administration, vous nous dites ? Infantilisé. Je le pense, oui. Infantilisé, nous dit Philippe Vatrelot, qui est avec nous, ancien prof. Infantilisé. On infantilise les profs dans l'éducation nationale. Pourquoi ? Rapprochez-vous du micro. Je pense que le problème, c'est que parce qu'on s'occupe d'enfants, on s'autorise à traiter les profs aussi comme des enfants. Donnez-moi un exemple dans votre carrière ou de ce que vous avez pu constater. Le principal, c'est la question de l'évaluation des enseignants. Ouais. Les inspections, etc., sont souvent vécues de manière extrêmement infantilisante. Vous avez un carnet de notes ? Voilà, par les enseignants. Les enseignants vivent ça souvent très très mal. Donc, faudrait pas évaluer les profs, en tout cas, ou le faire d'une autre manière. On peut les évaluer autrement. On peut les évaluer de manière collective. On peut avoir des entretiens et des paroles un peu plus bienveillantes qu'elles ne le sont souvent. Ouais. Grégoire Ancel, votre auditeur qui témoigne clairement Benjamin. aussi de la perte de confiance et de morale qu'ont l'ensemble des enseignants. La perte de morale au sens je n'ai pas le moral, pas la morale. Voilà, et nous, tout à fait. Et nous, on le constate vraiment sur le terrain. On a des personnels qui sont sous tension. On a des personnels qui ont perdu, pour certains le disent, le sens de leur métier parce qu'il y a des sureffectifs dans les classes que l'on constate bien au quotidien. On fait de l'abattage. Des profs non remplacés, une pression qui s'exerce au quotidien. Et nous, on constate que ça crée un climat scolaire qui n'est pas propice. Et on constate surtout qu'il y a de moins en moins d'adultes dans les établissements scolaires. On n'a pas envie de te dire que le proverbe africain dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et nous, on constate qu'il y a moins d'infirmières, qu'il y a moins de médecins, qu'il y a moins de CPE, qu'il y a moins d'enseignants. Et donc, tout ça, c'est pas bon. Alors, et on supprime encore 1500 postes à la rentrée après ceux qu'a déjà évoqué Philippe Vatrelot. Vous confirmez, Benjamin, vous vous sentiez un peu seul ? Alors, oui. Alors après, en tant que CPE, on a la chance d'avoir une équipe d'assistants d'éducation que officiellement on ne manage pas, mais dans la réalité c'est le cas, sans le salaire d'ailleurs. Mais oui, il est sûr que les professeurs sont exténués. En fonction des établissements scolaires, ils vont pas forcément rester dans l'établissement parce qu'il y a du mal-être aussi. Donc c'est difficile de créer du lien avec certains collègues et aussi de s'encourager les uns les autres et de s'entraider. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir témoigné. Tiens, futur, on vous le souhaite, en tout cas CPE titulaire quand vous aurez votre master. Un conseil peut-être à Benjamin pour la fin de son master de Philippe Vatrelot. Je crois que ce qu'il dit est très important, c'est la force du collectif. Une des choses que je regrette le plus, c'est que le métier d'enseignant est souvent vécu de manière très solitaire. Et même par certains très individualistes. Et en fait, le collectif, moi j'ai été pendant de nombreuses années président d'un mouvement pédagogique, le collectif pour parler ensemble, pour élaborer ensemble, c'est vraiment super important. Vous parliez du métier solitaire, on va en reparler dans une demi-heure d'ailleurs. Le professeur dont les derniers jours ont été les plus solitaires qui soient, c'est Samuel Paty. On en reparle juste après le journal de midi. Quoi qu'il en soit, merci à vous, Benjamin, d'avoir témoigné au 0826 300 300. Céline Calvez, on parlait de la charte
charge de travail. Et justement, dans les annonces d'Emmanuel Macron hier, il y avait d'une part l'annonce de l'augmentation pour tout le monde, net, de 100 à plus 230 euros net par mois, mais il y a aussi des augmentations supplémentaires en cas de tâches complémentaires qui seraient accomplies par les enseignants. En d'autres termes, travailler plus pour gagner plus. Qu'est-ce que les profs pourront faire de plus l'an prochain pour gagner davantage? Les missions complémentaires, ça va être aussi l'occasion peut-être de reconnaître davantage des missions qui sont déjà accomplies et qui ne sont pas valorisées. C'est pas forcément que du plus les missions complémentaires. Dans les missions complémentaires, on a parlé des remplacements. Ça, on en a déjà parlé. Mais parmi, il y a un accompagnement personnalisé. Il y a aussi, et ça rebondit sur le travail du collectif, il y a aussi la participation à des projets d'innovation pédagogique. Et bien là, non seulement ça permet de créer plus de liens avec ses collègues, d'être innovant, et aujourd'hui, les enseignants le font, mais c'est pas forcément reconnu en tant que tel. Donc là, dans les missions complémentaires, ça va être une des 3 options: remplacement, accompagnement plus individuel et aussi dynamique collective. Quand vous mettez un projet, et en ce moment, on donne l'occasion aux enseignants de le faire, dans le cadre du Conseil national de la refondation et du Fonds d'innovation pédagogique. Je n'ai pas utilisé de sigle. Bravo. Le Fonds d'innovation pédagogique, c'est 500 millions d'euros mis à disposition sur 2 ans pour les établissements ou les enseignants qui veulent porter un projet. À ce jour, il y a concrètement, ça peut être la mise en place, je sais pas, d'un voyage forum pédagogique, un forum. Regardez regardez, je prends souvent l'exemple des classes de découverte, puisque étant enfant d'instit qui adorait faire des classes de découverte, je pense qu'elle ne comptait pas du tout ses heures sur l'organisation d'un projet qui lui demandait de rechercher des financements, d'agréger des parents d'élèves, de motiver tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, ça c'est essentiel parce que ça fait du bien aux élèves. Eh bien, nous pourrons reconnaître demain ce type de mission. Donc, ils seront payés en plus pour ce qu'ils faisaient déjà. Alors, pas que. Il y a des missions en plus, dans le remplacement notamment. Mais ce que je veux inciter, c'est qu'il n'y a pas seulement la question des missions complémentaires. Il faut aussi que les établissements, que les enseignants se saisissent de ce fonds d'innovation pédagogique. À ce jour, il n'y a que 9 millions d'attribués. Ça veut dire qu'il en reste un certain nombre pour arriver à 500 millions. Donc, il y a encore de l'argent à dépenser. Vous allez avoir la parole dans un instant. Mais d'abord, Philippe Vatrelot. Le diable est dans les détails. Toujours. Cette partie dite pacte. Donc c'est le pacte pour les tâches complémentaires proposées par les enseignants. Elle est constituée en briques. Il y a plusieurs briques. Mais la première brique obligatoire, c'est d'adhérer au remplacement de courte durée. Et c'est seulement à cette condition-là qu'on peut avoir accès ensuite aux autres. Et en quoi c'est un problème ? Eh ben parce que, alors déjà, on peut concrètement, tiens, juste pour ceux qui nous écoutent, que c'est une sorte de chantage. Concrètement, ça veut dire quoi ? Moi, je connais des collègues, et je suis assez présent sur les réseaux sociaux, qui disent, moi, si c'est pour remplacer d'abord, moi, j'abandonne mes fonctions de coordinateur informatique, de référent. Précisons un peu les termes. Philippe Vatrelot, quand vous dites adhérer au remplacement de courte durée, dans la vie d'un prof qui signe ça va changer quoi ? Avec le diable, c'est ce que vous sous-entendez quand même. Qu'est-ce qu'il va faire le prof qui adhère, comme vous le dites, au remplacement d'abord, il devra réaliser un certain nombre d'heures de remplacement de courte durée dans l'année. Parce que une des choses que j'ai pas signalé tout à l'heure. En quoi c'est un problème ? On n'a pas forcément la possibilité de le faire. J'ai essayé de le dire tout à l'heure en termes d'organisation du temps. Et puis, par ailleurs, on a déjà des enseignants qui sont, monsieur l'a dit tout à l'heure, épuisés, qui font déjà 43 heures par semaine, c'est la moyenne, encore une statistique, je suis désolé, mais ça fait beaucoup. Voilà. Et donc, du coup, on peut quand même se poser la question de ce pacte un peu on leur demande de trop travailler, vous dites. Juste un mot encore, très rapide. Tout ça, ce sont des primes. Des primes. Ça compte pas pour la retraite. On est d'accord. Je veux pas revenir sur un sujet une séquence qui est, paraît-il, derrière nous. Mais quand même, donc ça aussi, les enseignants le vivent très mal. Le compte n'y est pas. Grégoire Ancel, vous levez du doigt pour la FCPE. Alors moi, ce qui nous interroge, c'est que avant d'acheter une imprimante 3D pour innover, faut avoir un enseignant pour la faire fonctionner et avoir construit un projet. Et aujourd'hui, je tourne en boucle là-dessus, mais il manque des enseignants devant les élèves. Et donc, on veut des profs titulaires, formés, accompagnés et en capacité, pour le coup, après d'innover. Parce que, comme le disait monsieur, on a le sentiment qu'il y a de moins en moins de profs sur lesquels on fait peser de plus en plus de charges. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on fasse revenir dans le système des adultes, des personnes en capacité d'accompagner, d'enseigner auprès des élèves et ne pas les recruter en 10 minutes comme on le fait au McDo. Alors ça, c'est arrivé aussi, mais est-ce qu'on a moins d'enseignants en France que dans d'autres pays ? La réponse n'est pas forcément évidente.
Alors, en tout cas, ce qu'on constate, et ce ne sont que des moyennes, c'est qu'on a aujourd'hui une moyenne d'élèves par classe. Alors, c'est vraiment une moyenne très froide, bien supérieure à ce qu'on constate dans l'Union européenne. Par exemple, au collège, et c'est un chiffre vraiment froid, on constate 26 élèves en moyenne en France contre environ 21 dans l'Union européenne. Donc, on voit bien que on a non pas à diminuer le nombre de profs, mais à recréer des classes et à alléger les effectifs. Et là, on pourra faire du transversal, regarder comment fait fonctionner l'imprimante 3D. Et aménager le temps de travail. Le temps de travail de l'élève et le temps de travail des professeurs également doit être interrogé. Parce que si on regarde par rapport à la moyenne européenne, je pense que sur une année complète, on travaille moins devant élèves. Après, ça n'enlève pas la question de ce qui se fait à côté et qui pourront être justement reconnus par des missions complémentaires. Est-ce que les profs peuvent travailler davantage? Ce sera un peu la dernière question, celle qu'on va poser pour le terme de ce débat. On se retrouve dans un instant. 0826 300 300. Vous êtes prof ou alors vous êtes élève? Est-ce que vous avez trop de travail? Tiens, si vous êtes prof ou pas, venez nous le dire au 0826 300 300. Vous avez la parole sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Marie Bordry. Et avec vous, au 0826 300 300, vous êtes peut-être élève, prof, parent d'élèves, vous avez la parole sur Sud Radio. Puisqu'on parle de l'école aujourd'hui et de l'éducation nationale en général, pardonnez-moi, on va parler de tout ça avec nos trois invités. Céline Calvez, Grégoire Ancel et Philippe Vattrelot. Avant ça, Céline Calvez, parlons du temps de travail des enseignants. Vous le rappeliez juste avant la pause, vous disiez les enseignants dans l'année en France travaillent un peu moins que d'autres enseignants dans les autres pays. Quelle est la différence ? La différence chiffrée, je peux pas forcément la donner comme ça, mais on parle souvent des semaines de vacances. Et Papendiaï ce matin l'a rappelé. Ça veut dire que les vacances des élèves, il existe beaucoup de moments où les élèves se retrouvent sans présence, comme ça, qui peut les aider dans les apprentissages. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met en place les vacances apprenantes. Mais on a une quinzaine de semaines. Alors je sais bien que les enseignants, quand ils sont en vacances, ne sont pas totalement en vacances. On pourrait le dire d'ailleurs, des élèves, quand ils ont beaucoup de devoirs pendant les vacances, se considèrent aussi brimés par le nombre de devoirs. En mais particulier il faut regarder d'ailleurs les fils de profs dont vous êtes et dont j'ai été aussi, parce qu'en général nous on peut pas couper au cahier de travail pendant les vacances. Mais moi j'adorais mes cahiers de vacances, donc voilà, j'étais fan de mes cahiers de vacances. Donc voilà, au centre traumatisme. Pas du tout. Justement, j'étais plutôt assez contente de l'avoir. Bref, ça veut dire que j'aimais déjà beaucoup l'école. Il y a le temps dans l'année, il y a le temps, ça a des conséquences aussi sur le temps hebdomadaire. Le temps hebdomadaire, il est important. C'est-à-dire que le temps d'élève et le temps de prof par semaine est très important. Est-ce que, et quand on regarde en Angleterre ou en Allemagne des temps dévoués aux apprentissages mais aussi à la pratique du sport ou d'autres activités, c'est organisé différemment. Il y a plus un rythme où on condense sur certaines semaines beaucoup d'activités, profs comme élèves, et le reste du temps, il y aurait quasiment rien. Peut-être qu'il faudrait repenser à ce rythme. Ça se décide pas tout seul, il y a plein de conséquences. On a souvent eu des critiques d'ailleurs sur le fait de l'intervention du tourisme sur le rythme des vacances. Ça a des conséquences aussi hautes, mais quelle est la priorité? La priorité, c'est l'éducation. Des vacances aussi, notamment pour les grandes vacances, il tient à ce qui se passait il y a un siècle dans le pays, parce qu'il fallait des enfants notamment pour aider aux vendanges. Ça, c'est une tradition. Et à la moisson. Quoi qu'il en soit, on a une autre époque. Juste avant de donner la parole à Katia, qui nous appelle et qui est prof de français dans un collège. Philippe Vattrelot, vous avez été prof. Que fait le prof pendant les 2 semaines de vacances? Il y a exemple à la Toussaint. Il y a beaucoup de clichés. On a toujours l'impression que les profs sont en vacances complètes et qu'ils coupent. Quand vous étiez en vacances de la Toussaint, vous faisiez quoi? Il corrige des copies. Et je peux vous dire en tant que nouveau retraité, puisque je suis retraité depuis le 1er septembre 2022, que c'est la chose qui me manque le moins. La correction des copies. Voilà, il corrige des copies et il embête ses amis avec qui il est en vacances, parce que pendant que les autres boivent des coups et font des tas de choses très sympas, lui, il est en train de corriger des copies. Et puis, il va aussi préparer ses cours, etc. Moi, j'enseignais une matière où je pouvais pas refaire le même cours d'une année sur l'autre. Donc, il faut arrêter avec ça. Et pour les enseignants du premier degré, c'est pareil. Alors, certes, il y a moins de copies, puisque souvent les corrections se font rapidement, mais rappelons leur temps de travail. C'est quand même, parmi tous les pays de l'OCDE, en moyenne annuelle, la France est le pays où les enseignants travaillent le plus. Alors après, qu'on distingue les vacances des élèves et les congés des enseignants, je veux bien l'entendre. Mais il faudrait peut-être aussi rappeler un élément, c'est que bien souvent, en fait, les vacances ont servi un petit peu de variable d'ajustement. On disait, ouais, bon, ok, vous êtes moins bien payé,
Hein, c'était ça un peu l'idée. Vous êtes moins bien payé, mais vous avez les vacances. Donc si on veut te faire vous travaillez moins, donc vous êtes moins bien payé. C'était la logique de ça, c'est ce qu'on vous disait. Et si on veut faire travailler plus les profs, mais il va falloir peut-être repenser aussi ce deal-là et le remettre sur la. Ce moment où Philippe Berthelot est presque devenu sarkozyste en l'espace d'un raisonnement. Non, pas du tout, au contraire. Au contraire. J'étais sûr que ça vous plairait. Quoi qu'il en soit, dans un instant, on va accueillir Katia qui nous appelle depuis son collège, je pense, au 0826 300 300. Bonjour à vous, Katia. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. J'aimerais juste que vous écoutiez. Sud Radio régulièrement et là, je suis directement concernée, bien sûr, par votre émission. Donc, je voulais juste apporter quelques petites précisions par rapport à par rapport à ce que j'ai entendu. Mais avant, je voulais rebondir sur le travail des profs pendant les vacances. Moi, pendant les vacances de février, par exemple, j'ai passé effectivement une semaine à corriger. J'avais 85 copies à corriger. Voilà. Ouais, 85 copies en français, pendant toutes les vacances de février. Donc vous n'avez pas bougé. Donc, j'ai passé une semaine sur les deux à corriger. Et bon, après j'avais des cours à préparer. Ça, c'était un peu moins. Mais voilà, c'était juste pour rebondir ce qui venait d'être dit. Ce qu'on ne voit pas. Voilà, ce qu'on ne voit pas. Et le dimanche, en général, le dimanche, je travaille pour la semaine qui suit. Vous préparez quoi alors concrètement? Ça veut dire quoi? Je travaille pour la semaine qui suit, je prépare les cours, je révise. Préparer les cours et puis surtout qu'on a de plus en plus, et ça on n'en parle pas, de tâches administratives. C'est-à-dire qu'en rentrant le soir, on a des mails d'élèves, de parents, de l'administration auxquels on doit répondre. En sortant de cours, on a aussi éventuellement, moi lundi, j'avais 2 rendez-vous avec des parents par exemple, qui s'inquiétaient pour le niveau d'orthographe de leurs enfants. Voilà. Donc on les reçoit, mais on ne peut pas les recevoir avant souvent 18h parce que ils sont pas forcément disponibles. Donc vous leur répondez, quoi. Vous faites le service après-vente de l'école, en fait, quand vous êtes chez vous, c'est ça? Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de choses à côté qu'on ne voit pas, qui sont des choses administratives de plus en plus importantes. Des élèves absents, on a les cahiers de texte à remplir, les cours à mettre en ligne, les documents éventuellement qui n'ont pas eu à leur envoyer. Enfin, tout ça, vous voyez, c'est des petites choses qui s'accumulent. Oui. Et quand on parle par exemple de remplacement, moi l'histoire des remplacements ponctuels, je trouve que quelque part c'est très beau sur le papier, mais 1 heure, moi si on me dit ta collègue est pas là, je dis n'importe quoi, de 14h à 15h. Est-ce que tu peux le faire? Vous allez dire quoi? Bien sûr, je vais pouvoir prendre une classe et leur faire un cours de français, ça c'est pas le souci. Mais j'ai d'autres choses à faire déjà pendant cette heure-là, justement, si j'ai 1 heure de trou. J'en profite pour faire mon travail à côté. Donc c'est du travail en plus, concrètement, tout simplement, voilà. Ce qui est logique. Et puis c'est surtout que on a beaucoup parlé de chiffres, d'élèves en moins, donc d'un besoin de professeurs en moins, mais on est face à des humains. Donc je veux dire, les enfants, ils sont habitués à leurs profs, surtout en collège, on a des petits. Donc ils sont habitués à leurs professeurs. Leur placer comme ça 1 heure avec un professeur qu'ils ne connaissent pas. C'est jamais idéal. Après ça c'est une solution d'urgence parce qu'après tout quand quelqu'un est malade on le fait, vous voyez. Voilà. Mais voilà. C'est dans combien de temps votre prochain cours, Katia? Pour avoir quelqu'un en face. C'est dans combien de temps votre prochain cours là de français? Moi j'ai cours à 12h30 là. 12h30, c'est quoi le programme aujourd'hui? Là à 12h30, qu'est-ce que je fais à 12h30? Je fais les 3 mousquetaires. Ouais, donc super. Étude de texte. Voilà. Étude de texte, Alexandre Dumas. On est tous passés par là aussi. Merci, bon courage, Katia. Juste ce que je voulais ajouter, dont on ne parle pas non plus, c'est que je rebondis sur ce que disaient un de vos invités. Les classes, il parlait des classes qui étaient de plus en plus surchargées. Il faut savoir aussi que dans ces classes, on fait de plus en plus de la pédagogie différenciée. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a énormément d'élèves qui vont avoir des troubles dyslexiques, autistiques, d'attention. Et on a des projets personnalisés à adapter à chacun. C'est du cousu humain en fait, et c'est pas la même façon d'enseigner pour les 30 élèves quand on en a 30. On l'a bien compris. Merci infiniment et bon cours. Extrêmement important. Sur Athos, Porthos et Aramis, en tout cas, que de souvenirs. Katia, vous nous appeliez de la Seine-et-Marne. Nous, on écoute Sud Radio sur le 99.9 FM. Le mot de la fin peut-être pour conclure, parce qu'on arrive au terme malheureusement de cette confrontation. Vous levez le doigt depuis tout à l'heure, vous êtes extrêmement sage, je vous en félicite. J'espère que vos enfants le sont autant à l'école. Grégoire Ancel, président de la FCPE. Pour répondre à votre question du début de l'émission, faut-il sauver l'école? Nous, on ne dit pas que l'école est en péril et va tomber demain matin. Pour autant, on la regarde avec les yeux d'hier. Et ce qu'on n'a pas entendu hier, avec les déclarations du président, c'est on aurait voulu un geste d'apaisement dans les 100 jours qui viennent sur la non-suppression de ces 1500 postes et l'ouverture d'un chantier de fond sur ce que l'on attend de l'école aujourd'hui, tous ensemble, parents, enseignants,
élus, collectivités locales, et qu'on se mette autour de la table pour redéfinir le projet d'école et arrêter de la regarder avec un regard du passé, nostalgique. Elle ne correspond à rien, cette vision. C'est normal d'être nostalgique quand on parle de l'école, puisqu'on est tous passés par là. Un mot avant que Céline Calvez vous réponde, Philippe Vatrelot. Oui. On dit l'école va mal en s'appuyant sur les évaluations internationales. Alors, quand on regarde bien les évaluations internationales, c'est pas tout à fait ça. Le problème de l'école française, PISA le montre très bien, c'est le grand écart. L'école française, elle est bonne pour les très bons et elle est mauvaise pour ceux qui sont en difficulté. Comment ne pas en laisser sur la route? La vraie question, et que c'est bien gardé d'aborder Emmanuel Macron lundi et hier également, c'est celle de la mixité sociale et de la lutte contre les inégalités. La vraie question, si l'école va mal, c'est là-dessus. Mélanger les élèves de toute extraction sociale. Vous avez un mot, vraiment, Céline Calvez, mais vous aurez le mot de la fin. L'éducation est tellement importante que ça peut pas être simplement l'histoire de l'éducation nationale. Et on doit tous s'en saisir, les parents, exactement, mais toute la société. Et je rejoins Philippe Vatrelot, la mixité sociale, c'est la meilleure manière pour qu'on puisse faire des citoyens qui comprennent et vivent ensemble après. Et ça, pour le coup, il faudra que les parents soient d'accord. C'est pas le cas de tous les parents, justement, puisqu'en général, ils cherchent le bon collège. On en reparlera de la carte scolaire. Quoi qu'il en soit, merci à tous les trois d'être intervenus sur Sud Radio. Céline Calvez, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, Grégoire Ancel, président de la FCPE, et Philippe Vatrelot, ancien enseignant, auteur de Je suis un pédagogiste. C'est publié chez ESF Sciences Humaines. C'était en 2021. Restez avec nous sur Sud Radio. Midi Actu, juste après le journal de midi, dans quelques minutes. On va continuer à parler de l'école. On va se souvenir de Samuel Paty, on va parler de la laïcité. C'est la polémique du moment, on en parlait ce matin avec Éric Nolot dans le Grand Matin Sud Radio. Est-ce la troisième mort de Samuel Paty? On vous explique tout juste après le journal. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Marie Bordry. Et vous avez la parole au 0826 300 300 jusqu'à midi et demi sur Sud Radio et bien au-delà, évidemment. On va parler dans un instant de la laïcité, mais tout de suite, place à Félix Mathieu. Félix Mathieu, un ancien ministre de la Culture, avec une perruque blonde, une chemise hawaïenne et des lunettes de soleil. Ces photos improbables de Frédéric Mitterrand sont publiées cette semaine dans Paris Match et elles ne laissent pas indifférent, Félix. Oui, en bad boy, cascadeur ou boxeur, en blouson de cuir ou en chemise hawaïenne, en jean ou en survêtement de sport, Frédéric Mitterrand, 75 ans, prend la pose. Et le fil rouge de tout ça, eh bien, c'est sa passion pour Brad Pitt. What's the plan? Let's get him. There's an element of true combat. If you don't beat him... Once Upon a Time in Hollywood, Brad Pitt, dont il emprunte la posture, accoudé sur une belle voiture américaine un peu vintage. L'ancien ministre de la Culture a consacré un livre à l'acteur et d'expliquer à propos de cette étrange séance photo. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas, mais peut-être s'arrêtera-t-il sur cette bouteille à la mer en découvrant qu'il a un ami quelque part en France, qu'il l'aime, l'admire et le comprend. En attendant, ces images provoquent des réactions assez variées sur le champ lexical de la gêne, du malaise et du choc des photos. J'en ai vu des trucs grotesques dans ma vie, mais là, écrit un certain Christophe sur Twitter, Frédéric Mitterrand grimé en Brad Pitt pour Paris Match, je ne sais pas quoi en faire, je suis perdu, renchérit Arthur Blanquet de Téléstar et Marie Fernet, avocate, de lui répondre, écoutez, quand on a un petit goût pour l'absurde, c'est du caviar après Chiappa dans Playboy. Exactement. Écoutez, de toute façon, un ancien ministre de la Culture fait ce qu'il veut, mais c'est quand même improbable. Est-ce qu'il s'est déguisé en Achille aussi, comme dans le péplum sur la gare de Troie ou pas? Écoutez, je crois pas l'avoir repéré. Bon, on va vous laisser tout feuilleter, en tout cas jusqu'au bout de cette émission. Merci Félix Mathieu. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant. On va parler de la laïcité. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale, c'est la polémique du moment, tente de diluer le Conseil des sages de la laïcité? On a été jusqu'à parler de la troisième mort de Samuel Paty, notamment sur Sud Radio avec Éric Nolot ce matin. On en parle dans un instant avec notre invité. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Marie Bordry. Midi Actu sur Sud Radio, parlons de la laïcité. On vient de parler pendant plus d'une heure de l'éducation nationale et de l'école. Revenons sur cette polémique qui agite notamment toute la sphère éducative. On en parlait ce matin d'ailleurs dans le Grand Matin Sud Radio avec Éric Nolot. Le 11 avril dernier, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, annonçait la nomination de 5 nouveaux membres au Conseil des sages de la laïcité et de l'éducation nationale et de la jeunesse, et en plus il modifiait le fonctionnement de ce conseil. Annonce qui aurait pu paraître anonyme mais qui déchaîne les passions et qui scandalise même notre invité. Bonjour à vous Jean-Pierre Sacoun.
Bonjour monsieur, m'entendez-vous bien ? Nous vous entendons très bien. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous êtes sur Sud Radio. Vous êtes le président d'Unité Laïque. Cette semaine, dans les pages de nos confrères du magazine Le Point, vous co-signez cette tribune. Je cite, « N'assassinons pas la laïcité ». Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Et cette tribune, vous la co-signez avec pas n'importe qui, puisque c'est avec Mickaëlle Paty, la sœur de Samuel Paty. En quoi une annonce qui pourrait sembler anodine, c'est-à-dire la nomination de nouveaux membres dans un conseil des sages de la laïcité par un ministre, déclenche cette tempête et même cette polémique qui fait que vous dites qu'on assassine la laïcité ? Bien écoutez, le point fondamental n'est peut-être pas l'annonce des nouveaux membres, c'est surtout la transformation des statuts du Conseil des sages. Vous avez sans doute vu que les statuts des derniers datant de 2021 étaient par arrêté, étaient des statuts qui étaient d'une clarté et d'une légèreté absolue et qui donnaient une immense latitude au Conseil des sages pour s'emparer lui-même de toutes les questions traitant de la laïcité et pour les résoudre. Les nouveaux statuts qui ont été mis en place en même temps que les nominations annoncées sont des statuts qui ligotent, réduisent, limitent le travail du Conseil des sages, et qui surtout prévoit par la diminution du nombre d'années des mandats, le fait que les mandats ne soient renouvelables qu'une fois et que cela soit déjà applicable aux gens qui sont en place, prévoit finalement de les remplacer très rapidement. Et quand on voit certaines des personnalités que fait entrer M. Pam Ndiaye au Conseil, on n'a pas trop d'illusions sur ceux qui vont les remplacer. Donc c'est plus sur les statuts et la manière dont se joue cette partie que sur les personnes qui ne sont finalement que représentatives du point de vue de M. Pam Ndiaye sur la laïcité. Alors revenons aux faits sur Sud Radio et parlons cash. S'il le faut, parlons vrai. Que faisait auparavant ce Conseil des sages de la laïcité et de l'éducation nationale qu'il ne pourra d'après vous plus faire, puisque vous dites qu'on le ligote ? Eh bien, écoutez, la première chose qu'il ne pourra plus faire, c'est s'emparer lui-même des problèmes. C'est-à-dire ? Puisque désormais, les statuts indiquent que le Conseil participe à la demande des recteurs, de la Direction générale de l'enseignement scolaire, etc., et par saisine du ministre, à un certain nombre d'activités liées à la laïcité. Jusqu'à présent, il se saisissait lui-même et n'avait pas besoin qu'on lui demande, il pouvait lui-même prendre des initiatives. Ces initiatives aujourd'hui n'existent plus. Quelles initiatives ont été prises par le Conseil des sages de la laïcité dans les dernières années, donc sous les anciens statuts, ceux que vous regrettez aujourd'hui ? Eh bien, en particulier, le fait d'avoir formé et d'avoir créé, puis aidé à créer, puis former 1 millier d'enseignants répartis dans toute la France et qui aujourd'hui prennent leur bâton de pèlerin pour aller former l'ensemble de leurs collègues, et pas seulement des enseignants, mais de tout le personnel éducatif, de tous les lycées et collèges, puisque c'est l'objectif, à la laïcité, et d'avoir été à l'origine de la formation de ces 1000 personnes. Aujourd'hui, une telle décision serait impossible si le ministre ne leur disait pas de le faire. Exactement. Donc vous pensez qu'on cherche à tenter tout simplement à la défense de la laïcité ? On cherche à suivre le mouvement qui est celui qui est en cours depuis une trentaine ou une quarantaine d'années dans l'éducation nationale et qui consiste à s'accommoder d'une laïcité adjectivée. C'est-à-dire ? Alors ça, c'est-à-dire, ça, ce sont des commentaires. Revenons quand même aux faits. Qu'est-ce que vous entendez par laïcité adjectivée ? C'est très simple. La laïcité est elle est laïque, elle est républicaine, elle n'a jamais posé de questions à qui que ce soit, jusqu'au jour où on a commencé à voir apparaître sous la plume de ceux qui en sont les défenseurs des termes tels que laïcité ouverte, laïcité positive. Exactement. Or, les gens qui parlent de ça savent très bien que ça n'existe pas. La laïcité seule, simplement lorsqu'ils disent laïcité ouverte et laïcité positive, ils pointent du doigt les laïcs qui seraient donc fermés et négatifs. Par exemple, vous, pourquoi pas ? Pourquoi vous accusez ou vous soupçonnez Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, de ne pas être laïque, de ne pas être un défenseur de la laïcité ? Lui-même s'en est défendu à plusieurs reprises. Il s'en est défendu à plusieurs reprises, mais l'ensemble des positions qu'il a prises antérieurement à sa prise de fonction au ministère, et même les éléments qu'il a évoqués lorsqu'il était en visite aux États-Unis, qu'il a parlé dans une université de Washington sur ces questions, démontrent assez bien que la vision qu'il a de la laïcité est une vision
plutôt à l'anglo-saxonne, dans laquelle en réalité on utilise le mot laïcité par extension, où il ne s'agit pas de laïcité, mais de coexistence des communautés, et en particulier des communautés fondées sur l'ethnie et la religion. Or, cette coexistence est exactement à l'opposé de ce qu'est la laïcité. Raison pour laquelle vous êtes particulièrement inquiet. Cette tribune dans Le Point, vous la co-signez avec la sœur de Samuel Paty, Mickaëlle Paty. Elle partage donc votre analyse particulièrement dure et inquiète de la situation. Quel est actuellement son état d'esprit ? Écoutez, Mickaëlle Paty est une femme qui aujourd'hui, et c'est l'expression qu'elle utilise elle-même, se sent comme une, je cite, Antigone emmurée. Antigone, vous savez, cette sœur qui veut enterrer son frère alors que la raison grattait avec ses ongles. Voilà, et alors que la raison d'État lui est opposée. Et pourquoi se sent-elle comme une Antigone emmurée ? Parce qu'elle a le sentiment que beaucoup de choses sont faites, mais par les mécanismes de fonctionnement de l'État, pour qu'on n'aille pas jusqu'au bout de l'enquête sur ce qui a mené à la mort de son frère. Et le livre que vient de publier Monsieur Simon, le livre qu'avait publié avant lui David Dinota, sont des livres qui ouvrent des perspectives absolument inquiétantes sur le manque de dynamisme et le manque de réaction de l'éducation nationale, et donc elle voudrait qu'on aille jusqu'au bout. Et elle a le sentiment que tout est fait pour mettre le boisseau, en particulier sur les faiblesses et sur la relative pusillanimité de l'éducation nationale. Et on parlait d'ailleurs, il y a quelques dizaines de minutes, du caractère solitaire du métier de professeur. C'était particulièrement et tragiquement le cas dans la situation de Samuel Paty, notamment dans les derniers jours qui ont mené à son assassinat par un djihadiste. Quoi qu'il en soit, vous parliez aussi de Stéphane Simon. Je rappelle qu'on le retrouve dès demain sur Sud Radio, comme chaque samedi, pour l'heure libre à partir de 10h en compagnie de Michel Onfray sur Sud Radio. Quoi qu'il en soit, revenons-en au fait. Vous aviez parlé de ce Conseil des sages de la laïcité, Jean-Pierre Sakoun, et vous disiez que c'était un problème de statut. Il y a aussi un problème de composition. Certains nouveaux membres qui y ont été admis par le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, posent problème à d'autres. Pourquoi ? Parce que leur position et leur prise de position depuis des années, je pense à l'un d'entre eux en particulier, sont des positions qui démontrent qu'ils sont justement des partisans de cette laïcité extrêmement édulcorée, et qui n'est d'ailleurs plus, je le répète, une laïcité, qui est une coexistence des communautés. Et il y a toujours eu au sein du Conseil des sages de la laïcité des personnalités qui ne sont pas sur les positions laïques, républicaines, qui n'ont rien d'ailleurs ni de dur ni de radical, qui sont simplement ce qu'est la laïcité dans ce pays. Simplement, la composition actuelle du Conseil et les statuts sous lesquels il fonctionne permettent effectivement que l'immense majorité des membres du Conseil agissent dans un sens laïque et républicain. Et là, vous faites référence notamment à Alain Policard, le sociologue dont la nomination fait particulièrement polémique parce qu'il est accusé concrètement, parlons vrai sur Sud Radio, de ne pas être favorable à la même laïcité que vous, en tout cas de ne pas en avoir la même vision, c'est-à-dire... Ben, écoutez, on peut prendre quelques citations de M. Policard. Je pense à l'une d'entre elles où il affirme d'une manière très claire que les races existent et que ne pas le reconnaître, c'est une plaisanterie. Et quand on dit ces choses-là, c'est quand même très embêtant de se prétendre laïque. Je vais vous donner la citation exacte si vous le permettez, parce qu'il faut être précis sur ces questions-là. Je vais la chercher. On peut parler d'autres choses pendant que je la recherche. Exactement. On va vous laisser chercher ces citations. Voilà. Parlons d'un autre aspect qui est tout aussi important. On était ce matin avec Éric Nolot sur Sud Radio. Il parlait de la deuxième et de la troisième mort de Samuel Paty. La deuxième mort à laquelle il faisait allusion, c'était cette rocambolesque et, pour tout dire, scandaleuse polémique autour du fonds Marianne. Ce fonds qui avait été créé à l'initiative de la secrétaire d'État Marlène Schiappa peu après la mort de Samuel Paty et son assassinat plutôt. Il avait été créé notamment pour répandre les valeurs républicaines et les renforcer. Aujourd'hui, on ne sait pas où est allé l'argent et quand on le sait, on a peur de s'en inquiéter. Pour vous aussi, c'est un scandale.
Ça n'est pas un scandale parce qu'il faut faire attention aux mots. C'est simplement une préoccupation. Il faut d'abord que cessent tous ces papiers problématiques sur la question du fonds Marianne, dont la victime, encore une fois, sera la laïcité. Parce que c'est la laïcité qui est visée. Et d'ailleurs, on voit bien que certaines associations sont visées, mais qu'on ne parle pas des autres. Or, certaines des associations qui ont reçu des fonds ne les ont pas obligatoirement utilisés comme on aurait aimé. Je pense par exemple à ce concours d'éloquence sur la laïcité qui a eu lieu en Ile-de-France, qui a été financé à partir du fonds Marianne par une association laïque majeure et qui s'est traduite en fait par une attaque violente des élèves contre la laïcité. Il faudrait aussi parler de ça. Donc, on va dire la chose suivante. Si la ministre a une lourde responsabilité dans la mise en œuvre du fonds Marianne, et lourde ne veut pas dire négative. Elle a une lourde responsabilité. Il faut s'assurer que les opérations ont été correctement engagées. Si les opérations n'ont pas été correctement engagées, alors la ministre sera en danger et ce sera la laïcité qui, une fois de plus, sera en danger. Et j'ajoute une chose, aujourd'hui où les laïcs ont un mal fou à trouver des financements, alors que des associations comme Coexister, dont on connaît les points de vue fort peu laïques, ont touché beaucoup d'argent de la part de l'État et tous des financements à travers d'autres associations de fonds de collectivités publiques, ce serait vraiment terriblement dommage. Moi, ce que je demande, c'est une commission d'enquête parlementaire. Parce que la question est trop sérieuse pour donner lieu à des supputations, à des soupçons. Eh bien, votre demande vient d'être exaucée, en tout cas, puisque c'est le Rassemblement national qui a demandé une enquête parlementaire autour de l'attribution des différentes sommes du fonds Marianne. Si on résume... Quels que soient ceux qui le demandent, et le Front National n'est pas ma tasse de thé, en tout cas, il faut que cette enquête parlementaire ait lieu. Et pour ceux qui douteraient de l'opportunité d'une telle enquête, souvenons-nous qu'il y en a bien une sur l'affaire Benalla. On peut faire des enquêtes parlementaires sur ces questions. À tout le moins, quoi qu'il en soit, si on résume les différentes prises de position que vous venez de faire, vous vous inquiétez que le camp laïque dont vous faites partie recule un peu partout. Merci à vous, Jean-Pierre Sacloun, d'être intervenu sur Sud Radio. On continuera à surveiller évidemment la situation. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés jusqu'à 12h30. Je rappelle que Jean-Jacques Bourdin sera de retour, et on l'espère en tout cas, dès lundi à partir de 10h30 au 0826 300 300. La suite de votre journée sur Sud Radio, place à celui qui est dans tous ses états. On va parler de la police dans quelques instants avec André Berkoff et de nouvelles polémiques. J'en profite pour vous donner cette information qui vient de nous parvenir et qui fera grand bruit aussi. Ce sont trois policiers qui ont été placés en garde à vue. Ils sont accusés d'avoir volontairement percuté 3 mineurs qui circulaient à scooter. Gageons qu'on en reparlera dans un instant. Tout de suite, André Berkoff.